chaleureuse et très gentille. Monsieur le directeur, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, de découvrir votre beau pays. Et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Et Hassan m'a demandé de parler de certaines applications de mathématiques dans mon domaine de recherche. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous parler d'un sujet qui me fascine depuis longtemps, qui est le rôle de l'incertitude dans la vie et aussi dans la technologie. Donc c'est de quoi je vais vous parler. Mais avant, si vous me le permettez, je voudrais bien placer mon intervention dans un contexte plus large. Ça affecte tous les secteurs de la société, et que ce soit l'agriculture, le tourisme, le commerce, les banques, l'industrie, le transport, les services, l'éducation, les soins de santé, absolument tous les secteurs de la société. Et la croissance économique d'un pays, pas seulement du Sénégal, mais de n'importe quel pays, dépend en grande mesure de la capacité du pays à bénéficier de cette révolution numérique. Et pour faire cela, pour en bénéficier, il n'y a pas beaucoup de solutions, il n'y en a qu'une. Il faut investir davantage. Investir dans l'éducation, la formation, la recherche et le développement en sciences et en technologie. L'économie a besoin d'un beaucoup plus grand nombre de gens, de jeunes formés à ces disciplines. Donc nous n'avons pas le choix. C'est un impératif mondial. Le pays qui n'investit pas dans cette technologie va tomber en arrière au point de vue économique. Donc j'encourage les cadres universitaires à consulter les dirigeants politiques et de faire une grande initiative qu'on pourrait appeler Sénégal Digital. Donc je crois que c'est urgent. Il est important de réagir à cette révolution, d'y faire face et d'en profiter. Pour revenir à mon sujet plus technique, je vais parler de l'incertitude. Et l'incertitude, à mon avis, est l'épice de la vie. Essayez d'imaginer à quel point la vie serait ennuyeuse si on savait tout ce qui va se passer. Ce qui rend la vie intéressante, c'est la surprise, c'est l'incertitude. L'incertitude peut être effrayante, parce que nous sommes toujours à la merci d'accidents, de maladies, de catastrophes, de choses imprévisibles. Mais l'incertitude est aussi passionnante. C'est à cause de l'incertitude qu'on fait des découvertes, des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. C'est des surprises qui sont agréables. On découvre un nouveau livre, une nouvelle chanson, c'est une découverte. Si c'était prévisible, il n'y aurait pas de surprise. Le problème avec l'incertitude, c'est qu'elle est un peu troublante. Ça semble être une notion floue. Il est difficile de penser clairement au sujet de l'incertitude. Et je vais vous donner des illustrations qui montrent que la façon de résoudre cette incertitude, cette ambiguïté sur l'incertitude, c'est d'utiliser les mathématiques. D'abord, laissez-moi vous donner un exemple. Il est très difficile pour tous, pour vous, pour moi, pour tout le monde, d'être raisonnable face aux risques. Et voici une petite illustration. Donc le petit diagramme montre le nombre de personnes qui meurent aux États-Unis en milliers en 2015 pour des causes différentes. Donc le cancer du poumon, il y a à peu près 171 000 personnes qui meurent chaque année du cancer du poumon. Il y a à peu près 50 000 qui meurent de la grippe et de la pneumonie. C'est énorme, n'est-ce pas? Et il y a en moyenne 76 personnes par an qui meurent du terrorisme. Donc, la cigarette est 2000 fois plus meurtrière que le terrorisme. Et pourtant, il y a des fumeurs qui ont peur du terrorisme.
C'est un paradoxe. Ça montre qu'on n'est pas raisonnable face au risque. Un autre exemple, c'est qu'on a tendance à confondre la causalité et la corrélation. Je vais vous donner un exemple simple. Est-il le cas que manger une glace cause une brûlure du soleil? Non. On sait bien que non. Pourtant, si on regarde à 1000 personnes qui ont mangé une glace la semaine dernière et 1000 autres personnes qui n'ont pas mangé une glace, je suis sûr que dans le premier groupe, il y aura plus de gens qui sont brûlés par le soleil que dans l'autre groupe. Il y a une corrélation entre manger une glace et être brûlé par le soleil. Mais bien sûr, ce n'est pas manger la glace qui cause la brûlure du soleil. C'est le fait que le soleil donne envie de manger une glace pour se rafraîchir et aussi a tendance à causer une brûlure du soleil. Donc ces deux événements qui sont corrélés, ils ont tendance à se produire en même temps parce qu'ils ont une cause commune. Mais ce n'est pas l'un qui cause l'autre, c'est une troisième cause. Donc c'est un exemple assez évident, mais il y a beaucoup d'exemples dans la vie où on observe une corrélation et on confond cela avec une causation, une causalité. Donc dans beaucoup de cas, il est très difficile. Par exemple, aux États-Unis, il a fallu des années pour arriver à convaincre l'industrie du tabac que fumer causait le cancer du poumon. La corrélation était très claire, mais pour démontrer la causation, ça a pris beaucoup de travail. Il faut procéder de façon très méticuleuse et très claire pour le démontrer. Un autre exemple qui montre la difficulté de comprendre les statistiques est le suivant. C'est une petite table que je vais expliquer. Il y a une université hypothétique qui a deux divisions, A et B. Et la table montre les statistiques d'admission pour les filles et pour les garçons. Donc, par exemple, le chiffre ici, 100 sur 1000, dit que la division A a accepté 100 filles sur 1000 filles qui qui voulaient être admises par la division A. Donc, 100 sur 1000. Pour la division B, 100 filles ont fait leur demande et 30 ont été admises par la division B. Au total, 130 filles ont été admises par l'université sur 1100 qui ont fait leur demande. Oui. Pour les garçons, les chiffres sont un peu différents. 5 sur 100 dans la division A, 200 sur 1000 dans la division B. Au total, 205 garçons sur 1100 garçons qui ont fait leur demande. La question est, est-ce que l'université discrimine contre les filles? Si on voit les chiffres, on dit oui, l'université n'accepte que 130 filles sur 1100 qui demandent, mais elle accepte 205 garçons. Donc, elle discrimine contre les filles. Mais si on regarde un peu plus attentivement, on s'aperçoit que la division A accepte 10% de filles, seulement 5% de garçons. La division B accepte 30% de filles et seulement 20% de garçons. Donc, chaque division a tendance à accepter plus les filles que les garçons. Mais au total, on a l'impression que l'université discrimine contre les filles. Donc ça montre qu'il est facile de mentir avec des statistiques. Suivant les chiffres que l'on présente, on peut obtenir une conclusion ou une autre. Par exemple, si on regardait plus en détail ce qui se passe dans chaque division, peut-être que chaque division a plusieurs départements. Et alors on pourrait se rendre compte que, en fait, non, la division A a l'air d'accepter plus de filles que de garçons, mais peut-être que chaque département discrimine plus contre les filles que contre les garçons. On ne peut pas le dire en voyant les résultats agrégés comme ceci. Donc ça montre qu'il faut faire très attention aux statistiques. On est vite trompé, et ce genre de tromperie est très présente dans les médias. Si on ne fait pas attention, on voit des chiffres qui ont l'air de démontrer quelque chose d'assez décourageant. Mais en fait, si on regardait plus en détail, on verrait que la conclusion n'est pas correcte. Donc soyons prudents.
Un autre exemple un petit peu plus technique, c'est la confiance dans les chiffres. Ici, je vais vous montrer un petit diagramme qui est un peu compliqué. On tire à pile ou face 1000 fois. Donc on prend une pièce, on tire à pile ou face 1000 fois. Mais la pièce n'est pas équilibrée. Donc la probabilité qu'elle donne face est P, ce n'est pas 50%. Peut-être que c'est 30%. Donc ça veut dire que 30% des fois, si on répète le tirage beaucoup de fois, on aura face. Et on aura pile le reste du temps. Donc si on le fait beaucoup de fois, c'est la signification de P. Si on ne le fait que 1000 fois, la fraction de face ne sera pas exacte à P. Ce sera un nombre qui dépendra du hasard. Donc on ne sait pas très bien où le F, la fraction de face, va être. Donc appelons cette fraction F. Donc si on le faisait 10 millions de fois, F serait égal à P. Mais si on ne le fait que 1000 fois, il y aurait une différence entre F et P. Par exemple, si on ne tire pile ou face qu'une seule fois, bien la proportion de face sera 100%, une fois sur une, ou 0%. Ce ne sera pas P. Right? Donc si on le fait 2 fois, bon, ce sera peut-être plus proche de P. Si on le fait 1 million de fois, ce sera très proche de P. Si on le fait 1000 fois, on trouve F. Et la question est, peut-on estimer P si on connaît F? Eh bien, le petit diagramme ici montre l'expérience. On a pris une pièce qui est une probabilité de face qui était égale à 30%. On a tiré 1000 fois au sort. Et on voit ici les différentes probabilités d'avoir un certain nombre de faces. Donc, la probabilité que tous les tirages au sort donnent une face, c'est 0. Hein. La probabilité qu'il n'y a aucune face, c'est 0 aussi. On s'attend à ce qu'à peu près 30% soit face. Mais il y a une certaine probabilité pour que ce soit un peu plus de 300 ou un peu moins de 300. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que F et P vont différer de 3% au maximum, la plupart des fois. Donc, si vous faites l'expérience un grand nombre de fois, et vous notez la valeur de F, la fraction de face, vous verrez qu'elle ne diffère pas plus de P que 3%. 95% du 95%. Je suis belge, je dis 95, je m'excuse. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Si on tire à pile ou face 1000 fois, on regarde la fraction de face, on a une estimation de P à plus ou moins 3%. Donc, on dit que l'intervalle F moins 3%, F plus 3%, cet intervalle est un intervalle de confiance pour la valeur de P. On ne connaît pas exactement P, mais on peut être presque sûr que P sera entre F moins 3% et F plus 3%, quand on a tiré 1000 fois. Je vais vous montrer deux applications simples. La première application, c'est un sondage d'opinion. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans la presse et dans les médias tout le temps. Voilà, la question, est-ce que le professeur Hassan Gueye serait président du Sénégal? Est-ce qu'il serait président du Sénégal si on votait? Ah, non. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, pour essayer d'estimer cela, pour estimer ses chances, on fait un sondage de 1000 personnes. 1000 personnes tirées au hasard au Sénégal. Et on note la fraction des gens qui disent qu'ils voteraient pour Hassan comme président. Et supposons que 62% des gens disent « Oui, je voterai pour Hassan ». 62% sur les 1000. Que peut-on conclure sur ces chances dans la population générale? Eh bien, nous savons que si P est la fraction dans la population générale, ceci c'est la fraction F dans notre petit échantillon, on sait que F et P vont différer de 3% au maximum. Donc, P, la fraction dans la population générale qu'on n'a pas sondée, on n'a sondé que 1000 personnes, sera entre
62 moins 3, ce qui est 59, et 62 plus 3, qui est 65, avec une grande probabilité. Donc, si ce sondage hypothétique avait lieu, on pourrait dire que, oui, Hassan a une très bonne chance de devenir président du Sénégal. Donc, il faut bien comprendre, quand on voit des résultats de sondage, que la valeur que l'on donne, 62%, n'est pas une certitude. Il y a une marge d'incertitude, il y a un intervalle de confiance autour de cette estimation, et la largeur de cet intervalle dépend du nombre de personnes qu'on a sondées. Si on sondait beaucoup plus de personnes que 1000, l'intervalle deviendrait plus petit. Mais typiquement, on sonde 1000 personnes, et alors on a un intervalle plus ou moins 3%. Hein? Donc il est important aussi, quand on regarde des études statistiques, on dit « Ah, les médecins ont regardé 100 personnes qui avaient suivi ce traitement, et 100 personnes qui ne l'avaient pas suivi, ils avaient un placebo. » Et on tire des conclusions. Il faut faire très attention. Quel est l'intervalle de confiance si on demande seulement 100 personnes? Il se fait que c'est plus ou moins 10%. Hein, donc il faut être très prudent. Et voici un exemple sur la signification statistique. Revenons à notre exemple de glace et de brûlure de soleil. On veut vérifier si manger une glace cause une brûlure de soleil. Comment fait-on? On fait une intervention. Donc c'est un genre d'étude où on va demander à 1000 personnes de manger une glace, 1000 autres personnes de ne pas manger une glace. Et puis on va compter le nombre de gens qui ont des brûlures de soleil dans les deux groupes. Supposons que dans les gens qui n'ont pas mangé une glace, 42 ont une brûlure de soleil. Dans les gens qui mangent une glace, 52 ont une brûlure de soleil. On se demande, est-ce qu'on peut conclure que manger une glace cause une brûlure de soleil? Nous savons tous la réponse, c'est non, n'est-ce pas? Mais comment fait-on l'analyse statistique? Eh bien, c'est très simple. 42 sur 1000, ça fait 4,2%. Ça, c'est la fraction F qu'on a observée dans un petit échantillon de 1000 personnes. Et on sait que la vraie probabilité sera entre 4,2 moins 3% et 4,2 plus 3%. Donc, on sait que la probabilité d'avoir une brûlure de soleil, si on ne mange pas de glace, sera entre 1,2% et 7,2%. D'accord? On fait la même chose pour les gens qui ont mangé une glace. Donc, l'intervalle de confiance sera 5,2%, 52 pour 1000, plus ou moins 3%. Donc cet intervalle de confiance sera 2,2%, 8,2%. On regarde les deux intervalles de confiance et on voit qu'ils se chevauchent en grande partie. La conclusion, c'est que bon, on ne peut pas dire. Cette étude-ci ne permet pas de conclure s'il y a une causalité entre la glace et la brûlure du soleil. La même idée s'applique aux traitements médicaux. Hein. Il y a beaucoup d'autres interventions. Okay. Maintenant, je vais vous parler de l'application des mathématiques en communication, la théorie des communications. Une grande contribution de Claude Shannon, en 1948, c'est d'avoir compris que la quantité d'informations dans un message mesure en fait son imprévisibilité. Si vous connaissez le résultat d'avance, il n'y a pas d'information dans un message. Si je vous dis « Ah, dehors, il fait chaud », vous le savez déjà, il n'y a pas d'information dans ce message. Donc, c'est l'imprévisibilité qui détermine le contenu en information du message. Voici un exemple. On tire à pile ou face 1000 fois avec une pièce qui est équilibrée. Dans ce cas, toutes les possibilités de suite de pile ou face ont la même probabilité. En effet, on peut changer une pièce, interchanger pile et face, la probabilité reste la même. Donc, toutes les suites de 1000 piles et face ont la même probabilité quand on tire à pile ou face avec une pièce équilibrée. Donc, si on veut communiquer le résultat du tirage au sort, on n'a pas le choix. Il faut donner toutes les valeurs, parce que toutes les possibilités sont également probables.
Donc dans ce cas-là, on a besoin de donner 1000 résultats qui sont chaque fois soit pile, soit face. Donc il y a 1000 unités d'information. Une unité d'information étant un bit qui est soit pile ou face, 0 ou 1. Donc il y a beaucoup d'informations dans le résultat du tirage au sort d'une pièce équitable. Maintenant, prenons une pièce qui n'a une probabilité de face qui n'est que de 10%. Donc dans ce cas-là, on sait qu'il y a beaucoup moins de suites possibles, parce que les suites possibles ont à peu près 10% de face et 90% de pile. Et il y a beaucoup moins de suites de 1000 tirages au sort qui ont à peu près 10% de face que de tirages équitables. Donc dans ce cas-ci, on est presque sûr que la suite de résultats qu'on va obtenir ne sera pas arbitraire. Elle fera partie d'un petit ensemble de possibilités qui correspondent à 10% de face. Et on peut montrer que le nombre la quantité d'informations est à peu près de 480 bits. Donc pas 1000 bits, seulement 480. On n'a pas besoin d'énumérer toutes les possibilités, mais seulement les possibilités qui sont probables. Donc, Shannon a dit, il y a une quantité d'informations dans un message qui dépend de son imprévisibilité. Quand la pièce est équitable, c'est tout à fait imprévisible. Il y a un bit d'information. Quand la pièce n'est pas équitable, mais une probabilité de face de 10%, on est presque sûr qu'on va voir pile. Donc la plupart du temps, il n'y a pas d'information si je vous dis c'est pile. Vous le saviez déjà. Mais de temps en temps, c'est face. Alors il y a une surprise, mais qui se passe plus souvent. Et c'est pour ça qu'il y a relativement peu d'informations dans une pièce qui n'est pas équitable. Bien. Donc dans un message en général, il y a une certaine quantité d'informations, un certain nombre de bits qui dépend de l'imprévisibilité du message. Donc voici une illustration. Voici toutes les suites possibles de 1000 tirages au sort d'une pièce. Il y en a énormément. 2 à la puissance 1000. Pourquoi 2 à la puissance 1000? Parce qu'il y a 2 possibilités pour le premier, 2 possibilités pour le deuxième, 2 possibilités pour le troisième, etc. Donc toutes les possibilités, c'est 2 à la puissance 1000. Il y a énormément de suites possibles. Elles sont toutes équiprobables. Elles ont la même probabilité si la pièce est équitable. Mais si elle ne l'est pas, donc si la probabilité de face n'est que de 10%, le nombre de suites probables est beaucoup plus petit que le nombre total. Et c'est pour ça qu'on peut énumérer toutes ces possibilités avec moins de 1000 bits, avec seulement 480 bits. Si la probabilité de face est de 0,2, c'est un peu plus grand, c'est un petit peu plus imprévisible. Donc encore une fois, la quantité d'information correspond à l'imprévisibilité du message. Alors Shannon a utilisé la même idée pour dire qu'il y a une vitesse limite pour un canal bruyant et que cette vitesse limite décroît avec le niveau de bruit, la puissance du bruit. Par exemple, vous êtes familier au fait que si vous allez dans un restaurant qui est bruyant, il est très difficile de communiquer. On ne s'entend pas très bien. Il faut parler lentement. Donc la vitesse du canal dépend du bruit. Si le restaurant est très calme, comme cette pièce-ci, je n'ai pas besoin de parler lentement. J'espère que vous me comprenez bien. Alors comment expliquer ça et comment rattacher ce résultat à la notion d'imprévisibilité? Bien, voilà l'idée. Supposons qu'on transmet une suite de tirages au sort de pile ou face à travers un canal bruyant qui a tendance à corrompre les résultats. Donc je vous dis face, mais le canal est tellement bruyant que de temps en temps il va dire pile. Donc voilà, le bleu représente la suite pile ou face que je veux vous dire. Les rouges représentent ceux qui ont été déformés par le bruit. Donc j'ai une suite bien précise, pile, pile, face, 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 pile. Mais le bruit va transformer quelques-uns. Et il peut le transformer de façon différente. Donc il y aura un nombre de déformations probables du message que je vous envoie. Et ce nombre-là est exactement le nombre de façons que les bits peuvent être corrompus par le canal. Et ça,
corrompre les bits par le canal, c'est la même chose que de tirer à pile ou face avec une pièce qui a un certain biais. Peut-être qu'elle déforme 10% seulement de messages. Et dans ce cas-là, nous savons combien il y a de possibilités de déformation. Il y en a 2 à la puissance 480. Donc, chaque message que j'envoie peut être corrompu et devient une petite boule autour des messages que j'ai envoyés. Si je veux que mon message ne soit pas ambigu, il faut que je choisisse des messages qui soient séparés assez que pour, après avoir été déformés, ils soient encore distincts. Donc ici, ce bleu, ces 2 suites sont séparées assez que même après déformation, on peut dire laquelle a été envoyée. S'il y a moins de bruit, la déformation sera plus petite. Donc, je pourrai envoyer plus de messages différents. Et donc, ici, ça veut dire que je parle très lentement, je choisis des messages très différents pour que vous pouvez me comprendre. Ici, je peux choisir des messages proches l'un de l'autre. Je peux parler plus vite. Les messages doivent être moins distincts. Donc, c'est la connexion entre l'imprévisibilité du bruit et la vitesse limite du canal. Alors, Shannon a mis ces 2 idées ensemble. Il a dit, bon, je vais transmettre de l'information, par exemple, un texte, un livre. D'après Shannon, ce message a une certaine quantité d'informations, un nombre de bits, qui correspond à l'imprévisibilité. Par exemple, si le livre répète tout le temps la même chose, imaginez un livre où toutes les pages sont identiques. Il y a très peu d'informations dans ce livre. Une fois qu'on a vu la première page, on a tout vu. Mais si les pages sont toutes surprenantes, alors il y a beaucoup plus d'informations. Donc il y a un nombre d'informations, un nombre de bits qu'il faut transmettre. On peut comprimer le message en un certain nombre de bits. Par exemple, le tirage au sort de la pièce qui avait une probabilité de phase de 10%. On sait qu'il ne faut pas envoyer tous les bits. Il faut envoyer seulement 480. Et en plus, il y a cette notion de vitesse limite du canal. C'est bits par seconde. Donc, combien de temps faut-il pour envoyer le message? Mais le nombre en secondes, ce sera Q bits divisé par C bits par seconde. Ça va nous dire le nombre de secondes nécessaires pour transmettre le message. Et ces idées de compression de l'information, de codage pour arriver à la vitesse limite du canal, expliquent tous les progrès qu'on a faits dans la transmission de données dans les dernières années. Voilà. Mon travail, comme Stan le rappelait, était surtout sur les réseaux de communication. Il y a 2 genres de réseaux auxquels vous êtes familiers. Il y a le réseau Wi-Fi, que vous utilisez tout le temps. Et le réseau Wi-Fi est un réseau où beaucoup de systèmes, par exemple de téléphones, partagent un canal radio. Alors la question est, comment peut-on partager un canal radio? C'est un petit peu quand nous sommes tous dans la même pièce. Comment gère-t-on les transmissions, les messages, pour que tout le monde ne parle pas en même temps? La façon dont c'est fait dans Wi-Fi, c'est que les radios ajustent leur transmission. Elles choisissent un moment au hasard pour transmettre. Et la probabilité qu'elles transmettent diminue s'ils entendent beaucoup d'autres radios. Donc c'est un algorithme distribué, parce que chaque radio fait ça d'elle-même, elle s'adapte elle-même. Et en plus, c'est un algorithme aléatoire. Donc c'est un algorithme où on utilise l'incertitude pour faire marcher l'algorithme. On pourrait croire que l'incertitude est mauvaise, mais pour beaucoup d'applications, beaucoup d'algorithmes, utiliser l'incertitude améliore les algorithmes. Et on pourrait faire un algorithme qui n'est pas aléatoire, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Ça demanderait beaucoup plus de coordination entre les différentes radios. Ici, ils essayent au hasard. Et puis, si ça ne marche pas bien, ils réduisent la probabilité de transmettre. Donc, ça s'appelle CSMA. Donc, c'est l'algorithme de base de Wi-Fi. Pour comprendre cet algorithme, pour comprendre sa stabilité, pour comprendre la vitesse à laquelle les gens peuvent transmettre, il n'y a qu'une façon, c'est de faire un modèle mathématique, qui est un modèle probabiliste, et on étudie ce système. Dans les dernières années, on a amélioré ces protocoles pour les rendre plus efficaces et aussi leur permettre de transmettre des messages qui vont de radio en radio. Pas seulement d'une radio vers un point d'accès,
mais qui doivent faire plusieurs étapes avant d'arriver à la destination. Donc il y a eu beaucoup de travail dans les dernières années sur des algorithmes aléatoires pour le Wi-Fi. Un autre algorithme est utilisé par Internet. Donc là, le problème d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup de liens, des fibres optiques ou des câbles, que les transmissions vont partager. Donc ce ne sont plus des canaux radio, mais ce sont des câbles ou des fils ou des fibres. Et la question est comment régler les flux à travers ces câbles qui sont partagés. Et le but, c'est d'être équitable. On ne veut pas qu'une transmission monopolise tout. On veut essayer de partager de façon équitable. Donc par exemple, dans cet exemple-ci, il y a trois radios qui envoient, ou trois appareils qui envoient des messages. On voudrait que chacun ait à peu près un tiers de la capacité de la fibre finale. Puisqu'il y en a trois, on veut être équitable, un tiers, un tiers. La difficulté d'Internet, c'est qu'on ne sait pas combien de gens sont en train de transmettre. Donc il faut un algorithme qui s'adapte automatiquement au nombre de transmissions. Et on veut faire ça de façon distribuée. On ne veut pas que tout le monde dise à un serveur, voilà, je vais transmettre. Le serveur dit, ah, voilà la vitesse à laquelle vous devez transmettre, parce que vous allez partager cette fibre avec 5 autres transmissions. Ce serait trop compliqué. Donc, à la place, les appareils aussi ajustent leur vitesse de transmission, mais de façon distribuée. Et cet algorithme s'appelle TCP. Oh, pardon. Oh, je suis passé au sujet suivant. Donc, c'est aussi un bel exemple d'application des mathématiques, arriver à faire des algorithmes distribués qui ont pour objectif de maximiser les flux, mais en étant équitables. Comment allons-nous pour le temps? C'est bon? OK. Un petit mot sur les apprentissages automatiques. Machine learning, artificial intelligence. Bon, qu'appelle-t-on apprendre? Apprendre, c'est construire un modèle entrée-sortie. Par exemple, je veux construire un système, par exemple dans mon téléphone, une application, qui va reconnaître les chats et les chiens. Je montre un chat, mon système dira chat, je montre un chien, il dira chien. Comment fait-on ça? Donc, il y a deux phases. Il y a une phase d'apprentissage où on montre 1000 photos de chats au système et on lui dit chaque fois c'est un chat. Puis on lui montre 100 000 photos de chiens et on dit chaque fois c'est un chien. Et le système essaie de dire ah, ça c'est un chien, ça c'est un chien. Et puis après, on teste le système. Et on montre 30 000 autres photos de chats et de chiens. Et on voit si le système reconnaît. Donc, voilà. On montre un chat, il dit chat. On montre un chien, il dit chien. Un chat, chat, chat. Ah, ici c'est un chien, mais il croit que c'est un chat. Donc on regarde si le système a bien appris. S'il n'a pas bien appris, on doit l'améliorer. Il y a une méthode systématique pour construire ce genre de système, et je vais l'expliquer dans quelques minutes. C'est basé sur un algorithme de descente de gradient. Bon, imaginez que vous êtes au-dessus d'un bol et vous voulez arriver au fond du bol. La méthode efficace, donc ici je montre les courbes de niveau du bol. On va partir d'un coin du bol, on veut arriver au fond du bol. La façon la plus simple, c'est de suivre la ligne de la plus forte pente. Donc on descend. Donc par exemple, sur cette image, on descend plus forte pente. Ça s'appelle l'algorithme de gradient. Dans beaucoup d'applications, malheureusement, on ne peut pas voir le gradient de façon claire. Par exemple, quand on descend, il y a des cailloux où il y a du vent et on essaie d'aller dans la ligne de plus forte pente, mais on ne sait pas très bien où elle est. Et alors, on fait des petites erreurs autour du gradient. Cet algorithme s'appelle la descente de gradient stochastique. Donc, voici à quoi ça correspond. On essaie de suivre le gradient, mais en fait, on fait des petites erreurs. Mais en moyenne, on va dans la bonne direction. Donc, il est assez clair intuitivement qu'on arrivera au fond du bol. Cet algorithme de descente de gradient stochastique est la base de presque toutes les méthodes d'apprentissage automatique. Par exemple, les idées de Deep Neural Networks.
sont basés sur cet algorithme. Ceci, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des mathématiques derrière tout ceci. Pour étudier comment ça marche, il y a des formules. Et voilà ce que l'algorithme de gradient stochastique devient. Ça devient comme ça. Cet algorithme va construire une régression qui va permettre, par exemple, de prédire le poids de quelqu'un en connaissant sa taille. Il va automatiquement calculer la meilleure façon d'utiliser la taille pour estimer le poids de la personne. Un autre exemple, c'est les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, voilà, on regarde une image X et on veut dire si c'est un chat ou un chien. Donc la sortie de ma boîte, ma black box, sera la probabilité que c'est un chat, en regardant l'image. Donc je construis une fonction de X, mais cette fonction contient des paramètres θ. Et je vais ajuster les paramètres pour que la plupart du temps, la boîte ne se trompe pas. Comment fait-on? Eh bien, on utilise l'algorithme de descente stochastique. Donc c'est exactement la même chose. Donc l'idée est très simple. Je vais presque conclure. Dans ma carrière, les aspects des mathématiques qui ont été les plus importants ont été les probabilités, l'optimisation stochastique, la science des données. Et ce sont des domaines qui sont encore forts à la mode et qui ont encore beaucoup d'avenir. En conclusion, l'incertitude est omniprésente dans notre vie. Les mathématiques nous permettent de penser clairement et de construire des modèles, des systèmes efficaces face à cette incertitude. Sans mathématiques, on est dans le flou. Les mathématiques sont amusantes et utiles. Donc, il faut répandre notre passion des mathématiques. Et la clé, je crois, pour répandre cette passion, c'est de montrer la pertinence des mathématiques dans la vie de tous les jours. Il faut rendre les choses concrètes. Il ne faut pas les rendre obscures. Il ne faut pas avoir peur d'être simple. Il faut encourager l'intuition, encourager les gens à essayer, à se tromper, à réviser leur intuition. Et il faut être optimiste et encourageant. Merci. Certains domaines, notamment le risque des sondages. C'est vrai que avec l'ère de la communication, les sondages entrent dans nos vies, dans nos activités professionnelles, mais aussi familiales. Et on peut réagir très vite en regardant un sondage. Et c'est important d'être averti. C'est important pour ne pas se tromper, de regarder de près. Et quand vous parliez de cette partie, j'ai pensé, par exemple, au débat sur le genre au Sénégal, qu'on trouve partout. Alors, quand on analyse le débat sur le genre et certaines mesures prises, moi, des fois, je réagis. Quand c'est un haut niveau, je réagis en disant, mais attention, il ne faut pas parler de discrimination positive jusqu'à être inéquitable. Je prends l'exemple de la scolarisation des filles et de la discrimination positive qu'on fait pour les étudiantes. Étant donné que le nombre de filles en terminale est faible par rapport aux garçons, mais c'est normal que nos universités aient 33% de filles. Quand on regarde le pourcentage. Maintenant, si on regarde les 33%, par rapport au nombre de filles en terminale, in fine, les filles ont été bien acceptées dans nos universités. Et ça, c'est un exemple pertinent. Je n'ai jamais pu, moi, argumenter comme ça, mais voilà un argumentaire mathématique qu'on pourrait développer pour quand même dire, attention, il faut rester équitable. Parce qu'après tout, une mesure qui est d'ordre national doit viser l'équité. Même si c'est bien, c'est pas mal, les filles vont réussir, il faut rester équitable. Sinon, on crée des problèmes. Donc, voilà un exemple concret qui fait que si on leur donne systématiquement des bourses, qu'on leur donne des bourses d'excellence, in fine, on entre un petit peu dans quelque chose qui est assez délicat, c'est l'inéquité. Voilà. Donc, je donne un exemple concret qu'on vit tous les jours. Il faut plutôt encourager à augmenter le nombre de filles en terminale. C'est réglé au collège, c'est 50%, même certains collèges, c'est 51, 52% de filles. Mais on voit qu'il y a un problème entre
la troisième et la terminale, c'est des problèmes de société, hein, mariage, abandon, etc. Mais c'est là-bas que se trouve la bataille et non beaucoup plus loin. Parce que les filles quand même sont assez averties, les mariages précoces ont diminué parmi les étudiantes, elles étudient, ont leur diplôme. Voilà donc un exemple concret. Alors j'ai été particulièrement intéressé aussi par la notion d'incertitude dans la vie qui est essentielle. Et je retiens la conclusion que vous avez dite, qui est une philosophie pour moi. Il faut rester optimiste dans la vie. C'est-à-dire, si je donne l'exemple de quelqu'un qui dirige une université, il n'a aucune raison d'être pessimiste dans l'avenir de son université. S'il est pessimiste, il ne fera rien. Ce qui fait que j'ai cette démarche que l'ancien vice-recteur disait, il dit, moi, ce qui me surprend chez le recteur, c'est que chaque fois qu'on dit on va entreprendre telle chose, il ne dit jamais non. Au contraire, il dit on y va ensemble. Mais ça, c'est normal, parce que quand on est dans le milieu universitaire, j'ai l'habitude de dire que c'est là-bas où il y a la concentration en matière grise la plus élevée dans notre société. Alors, donc on a d'une part les gens éduqués, mais d'autre part des gens qui potentiellement sont compétents. Si nous, on n'avance pas, qui va avancer dans cette société sénégalaise? Et donc, c'est ma philosophie, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans la recherche. Pour moi, tout est possible. C'est pourquoi les collègues sont surpris quand ils me disent telle chose, ça paraît complexe par rapport à l'université, sa jeunesse ou son contexte. Moi, je dis, écoutez, on a des gens compétents, c'est des cerveaux. Pourquoi avoir peur? Mon rôle, c'est de les accompagner à y aller. Et quand j'aurai fini d'accompagner, je m'occupe d'autres choses, mais eux, ils prendront le relais et avanceront. Donc voilà, cet optimisme, vraiment, ça m'a beaucoup plu votre conclusion. Il faut être optimiste, en particulier si on est à ce niveau. Et le niveau universitaire, ce n'est pas n'importe quel niveau. Voilà, je n'ai pas de questions particulières, c'était plutôt des contributions et appréciations. Donc, je remercie. En fait, c'était pour poser une question. Bon, c'est une question qui est sous forme de réflexion avec les collègues. Est-ce que l'incertitude n'est pas une perception? Voilà, donc c'était la question pour le débat entre stochastique et déterministe. Est-ce que l'incertitude n'est pas une perception? Voilà, merci. Le résultat dépend très fort des conditions initiales où on lance la pièce. Si on les change un tout petit peu, le résultat sera opposé. Donc, on n'est pas capable de prévoir parce qu'on ne voit pas exactement les conditions initiales. Il y a un autre effet, c'est que même si on connaissait exactement les conditions initiales, notre cerveau ne pourrait pas faire le calcul. Donc, en grande partie, l'incertitude est une illusion qui est causée par les limitations de nos sens et de notre cerveau. Il y a un autre aspect qui dit, en mécanique quantique, l'incertitude est fondamentale. Parce qu'il n'est pas possible de connaître exactement la position et la vitesse d'une particule. Donc, Dieu joue au dé. Parce que les trajectoires des particules sont fondamentalement imprévisibles, elles sont aléatoires. Les chercheurs essayent de démontrer que, en fait, c'est parce qu'il y avait une variable à l'intérieur de la particule qu'on ne connaissait pas, une variable cachée. Mais les gens ont démontré que non, il n'y a pas de variable cachée. C'est fondamentalement aléatoire. Donc, à un certain point de vue, l'incertitude est une illusion, mais au niveau quantique, elle est fondamentale. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair la question. Je voudrais juste poser une question dans cette lancée. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la notion d'effet tunnel? C'est des questions qui me tracassent souvent. Bon, ça aussi on dit que la probabilité d'avoir la particule de l'autre côté, cette probabilité n'est pas nulle, mais là aussi j'ai d'énormes difficultés à comprendre ce type de choses. Merci. Se sont résignés à suivre le formalisme, mais pas à comprendre de façon intuitive. Ils se sont habitués au formalisme et le trouvent normal, mais je ne crois pas qu'ils comprennent intuitivement ce qui se passe. Mais ce n'est pas le seul cas, n'est-ce pas? La théorie de la relativité nous dit que le temps n'est pas absolu, que chaque objet a son temps propre. Je trouve ça encore plus difficile à comprendre que la mécanique quantique.
Voilà, on se résigne. Et au-delà des cours que j'enseigne sur la maladie, j'enseigne le module stratégie et technique de communication pour les étudiants de L3. C'est juste pour témoigner encore une fois de plus que les mathématiciens et les médecins doivent rester ensemble. J'ai compris tout ce que j'enseignais à mes étudiants, le soubassement. C'est les mathématiques, c'est les physiques qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir parler de communication de masse, de communication à travers les masses médias, etc., la mobilisation sociale. Donc, je communiquais avec eux, mais là, aujourd'hui, véritablement, j'ai compris que les mathématiciens nous ont apporté, hein, quand vous parliez de réseau, etc., j'ai compris beaucoup de choses. Et c'était juste pour témoigner, pour dire que ce matin, quand je venais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, ces mathématiciens-là? Mais franchement, en toute franchise, la biophysique, la physique, la chimie, je pense que c'est quelque chose de fondamental pour que la médecine avance. En tout cas, mes encouragements. Voilà, donc, c'était pour la détermination de votre 3%. Donc, vous avez fait des manips jusqu'à en arriver à une valeur de 3%. Et si vous regardez bien les manips que vous avez réalisés, vous les avez réalisés sur un artefact, c'est-à-dire sur un matériau que vous maîtrisez pratiquement à 100%. Alors, quand on change de domaine en général, parce qu'on travaille à partir d'un certain moment, vous êtes revenu sur la candidature de Hassan pour faire des évaluations. Alors, Hassan, il est dans un domaine beaucoup plus variable que les manips que vous avez opérés en labo avec un artefact. Et généralement, quand on fait cette transition-là, on se retrouve, parfois, c'est bon, ça marche, mais après, on se retrouve avec des résultats erronés par rapport à ce qui a été prévu. J'en veux pour valeur l'élection de M. Trump, l'élection de Macron, que les sondages n'avaient pas en réalité prévu. Donc, j'interviens dans ce sens pour attirer l'attention généralement des mathématiciens. Généralement, ils sont dans leur labo. Ils développent des théories assez complexes, ils font des publications extraordinaires, mais quand on revient dans la réalité, ça passe complètement à côté. Et le problème qu'on a dans l'enseignement des mathématiques au Sénégal, c'est que peu de mathématiciens peuvent partir d'un cas concret et développer la théorie. En tout cas, nous, quand je demande à un mathématicien, mais toi, là, cette théorie-là, le changement d'espace et de tout, ça correspond à quoi dans la réalité? Donne-moi un exemple, moi en tant que physicien, qui me permet de comprendre qu'est-ce qu'un changement d'espace dans ce que je fais, dans ma vie au quotidien. Donc je crois qu'il faut que les mathématiciens apprennent à partir des cas concrets, comme vous avez fait dans cette présentation-là. Par exemple, si vous présentez ça, vous êtes parti des connaissances physiques. Et à partir de là, vous développez une théorie mathématique. Et ça intéresse beaucoup les étudiants. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Le livre, c'est un cours de probabilité appliquée qui est basé sur les applications. Donc on commence par l'application et on développe la théorie pour comprendre l'application. Plutôt que de faire la méthode traditionnelle où on développe une longue théorie et à la fin, il y a un chapitre qui parle de quelques applications. Donc la façon dont je donne le cours de probabilité appliquée, je commence avec une application et j'explique la théorie qui permet de comprendre l'application. Je suis tout à fait d'accord. Dans le cas précis du sondage, bien sûr, mon modèle est simplifié, mais il y a des modèles beaucoup plus complexes de sondage qui tiennent en compte le fait que tout le monde n'a pas la même probabilité de voter pour Hassan. En fait, le Sénégal est une collection de pièces très différentes. Et alors, on peut introduire cela dans le modèle et corriger cet intervalle de confiance, qui ne sera pas plus ou moins 3%, qui sera plus large, en fait. Et la largeur dépendra de la diversité de la population. Donc, en tant que mathématicien, on sent tout ce qui est derrière. Nous savons que vous aurez pu les donner, mais quand même, vous avez préféré mettre l'accent sur les choses simples pour qu'on puisse comprendre. Il y a donc un exemple qui m'intéresse beaucoup, c'est l'exemple avec l'apprentissage. Donc, la méthode d'apprentissage pour les chats et pour les chiens, tout de suite, on sent que derrière tout ça, il y a le machine learning qui est dans ça. Je veux juste avoir la confirmation
qu'il est possible d'appliquer ces techniques de machine learning. Tous les algorithmes qui sont donc derrière, les réseaux de neurones, les méthodes de Bayes et donc tout cela. Donc c'est pour confirmer que tout ce que vous dites, je sais que derrière, il y a une grosse machinerie. Par rapport à la question du collègue tout à l'heure, c'est une question qui est posée à tous les mathématiciens. Hein? Mais en fait, c'est simple. Comme l'a dit, chacun tient un petit bout. C'est-à-dire que nous, les mathématiciens, on ne peut pas tout faire. Et vous aussi, vous ne pouvez pas donc tout faire. Il faut donc collaborer. La modélisation se fait à deux. Voyez-vous, vous avez votre problème, vous connaissez très bien votre domaine, mais si vous nous expliquez exactement ce que donc vous voulez, on vous dit voilà ce que les mathématiques peuvent faire. Les questions qui sont nouvelles, maintenant c'est les questions de recherche. Donc c'est ça. Par exemple, le modèle américain, on connaît tous le problème en Amérique, c'est qu'il y avait des variables cachées. Beaucoup d'Américains n'osaient pas dire on va voter pour Trump. Ils n'osaient pas le dire. Et Trump le savait. Il disait vous allez être surpris. Et il y a aussi maintenant le fait des médias sociaux. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux institutions officielles. Dès que vous avez une institution de sondage, ils ne vous répondent pas. Mais ils sont dans le réseau, dans Facebook, dans WhatsApp. Bien sûr, maintenant, les instituts modernes essaient de prendre ça en compte avec les techniques dont je vais donc parler demain. Donc, ça veut dire que la réalité, elle est très complexe. Il faut se mettre ensemble pour grapper quelques informations, ce qu'a dit le professeur. Donc, on est donc tous ensemble, hein, chers collègues. Hein? Peut-être pour commenter par rapport à ce que le prof vient de dire, on est tous ensemble. Je pense que c'était ça qui a été vraiment la véritable cause de cette conférence. On était en train de discuter avec certains collègues et on se rend compte qu'on fait à peu près les mêmes choses, même si on a des approches différentes. Et on s'est dit, pourquoi pas se mettre ensemble? Et on s'est dit, mais pour ça, il faut savoir qui fait quoi. Donc, l'idée d'organiser quelque chose à Bambey pour faire la cartographie de la recherche venait de là. Donc, on est ensemble, on doit savoir qui fait quoi et peut-être utiliser l'un et l'autre pour pouvoir avancer. J'avais vu le mot incertitude et ça m'a tout de suite sauté à l'œil parce que dans ma tête, j'ai pas mal utilisé ce mot-là et j'ai pas mal aussi essayé de manipuler cet aspect d'incertitude, mais plus appliqué à la recherche d'informations, à la qualité, à la gestion de la qualité de l'information, parce qu'en fait, il faut pas. Là, il a donné une application dans les réseaux de communication, mais les gens qui travaillent dans les systèmes d'information, qui travaillent dans les bases de données en général, on est trop même intéressé à l'aspect de dire comment réduire la quantité d'incertitude qu'on a quand on diffuse de l'information. D'accord? Et Google, par exemple, des structures comme Google travaillent beaucoup sur ces aspects-là. D'accord? Et je lui ai donné, en étranger, je lui ai donné un exemple très concret, une application qu'on avait pris lors de la thèse, c'est quand on consulte, en fait, nous tous, quand on a besoin d'informations sur un domaine, sur un aspect bien défini, la plupart du temps, on va sous Wikipédia. On va sur Wikipédia, on regarde un article Wikipédia. D'accord? L'article Wikipédia, il est généré par des contributeurs dont on ne connaît pas l'expertise, le niveau d'instruction, etc. Okay? Donc, c'est un exemple concret où l'incertitude est hyper importante. D'accord? L'idée, c'était d'essayer de modéliser l'incertitude en prenant les aspects tels que quelle est l'expertise du contributeur, okay? Quel est l'historique des éditions qui ont été faites sur une partie bien définie d'une page, etc. Et combiné de ça, on essaie d'évaluer une quantité d'incertitude, d'informations, et nous on utilisait surtout la logique booléenne, donc les événements booléens, et après un peu de probabilité pour essayer de dire telle information est certaine, avec telle probabilité. Donc vous donnez aussi une autre perspective, une autre application de la présentation qu'il a fait, et moi, vraiment, ça m'a vraiment plu. Merci à ça. Je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de venir ici et de participer à ce colloque. Je crois qu'il est très important, et merci encore et bonne continuation. Merci.